Bonjour les amis, bonjour et bienvenue ici dans la nature pour aujourd'hui parler un petit peu de Saint-Jacques de Compostelle. Une grande question qu'on se pose quand on prépare son Saint-Jacques, c'est celle un petit peu de l'embarras du choix. On nous parle de Camino Frances, Camino Portugués, Camino del Norte, la voie du Puy, la voie de Vézelay. Ça fait énormément de choix devant nous. Alors comment faire pour, quand on prépare son Saint-Jacques, choisir sa voie, ou du moins la première voie, le premier chemin que l'on prend, parce que je te cache pas que c'est parfois assez addictif, et bien c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et on va commencer en prenant un tout petit peu de recul par rapport au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, en parlant un petit peu de son esprit. Et aujourd'hui, on va prendre le temps d'en parler, qui est quelque chose dont on ne prend pas souvent dans notre civilisation un petit peu empressée. Et concrètement, j'aimerais revenir légèrement à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage? Ça, c'est quelque chose de très amusant parce que toutes les grandes civilisations du monde, toutes les grandes traditions, toutes les religions ont un point commun. Toutes, absolument toutes, selon les archéologues, les anthropologues, les historiens, etc., etc., c'est le pèlerinage. Partir marcher depuis chez soi vers un lieu sacré. C'est un point commun qui relie toutes les traditions de l'histoire de l'humanité depuis qu'on en a des traces. Et aujourd'hui, en Occident, à l'époque où nous vivons, quand on parle de pèlerinage, très souvent, la première chose à laquelle on pense, c'est le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il y avait aussi dans la chrétienté, parce que c'est issu de cette tradition, deux autres grands pèlerinages, celui de Rome et celui de Jérusalem, mais le plus pratiqué, et de loin aujourd'hui, c'est le Saint-Jacques. Alors, partir marcher de chez soi vers un lieu sacré, ouais, ça me plaît comme idée, je prends. Et concrètement, c'est très important de se dire, c'est partir à pied. Regarder la vie qu'on mène, quoi. Alors à part quand on se retrouve ici une fois de temps en temps, regardez la vie qu'on mène aujourd'hui. On vit presque tous aujourd'hui sédentaires, ce qui est un premier problème. Citadins dans les grosses villes et tertiarisés. On a beaucoup de travail intellectuel où on est assis devant un bureau puis on tapote sur un clavier toute la journée. Alors ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui on est arrivé à un extrême et le pèlerinage c'est justement faire une coupure dans ce monde de cinglés et dans nos vies parfois complètement cinglées qu'on mène tous les jours, la tête dans le guidon. Alors, on va renouer, on va dire, avec nos ancêtres et notre code génétique de nomades, parce qu'on va partir marcher tous les jours. On va être dans la nature et pas enfermé dans des maisons et des appartes dans lesquels on n'est pas forcément fait pour vivre. Et puis, on va faire quelque chose qu'on a parfois un petit peu oublié, gauche, droite, on va marcher. Voilà un petit peu la prise de recul que je voulais faire pour commencer cette vidéo. Et ceux qui n'ont pas pu résister, qui sont déjà barrés de la vidéo, ils n'étaient pas prêts à passer quelques minutes à autre chose qu'à faire que la checklist. Alors, est-ce que je fais français, tac, 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 portugais, tac, 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 Camino del Norte, etc. Bref, on va me prendre pour un cinglé. Alors, le Saint-Jacques de Compostelle, avec ses nombreux itinéraires, aujourd'hui, il y a une question qui se pose, c'est celle de la fréquentation. On en a déjà parlé sur une précédente publication. Aujourd'hui, hors période coronavirus, le pèlerinage de Saint-Jacques, c'est 300 000 pèlerins par an. Alors, le Saint-Jacques, c'est un peu le phénix des temps modernes, c'est-à-dire qu'il était, il y a 1000 ans, il a commencé. Il a eu déjà un âge d'or au Moyen-Âge, entre 1000 et 1200, puis il est sombré progressivement dans l'oubli, jusqu'à être presque complètement oublié, ce qui fait qu'au début des années 80, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, c'était quelques dizaines, quelques centaines de pèlerins par an. Début des années 80, on a un pape, Jean-Paul II, qui est parti faire son Saint-Jacques, et alors, ce n'est pas forcément cela qui a ressuscité le phénix, mais à partir du début, milieu des années 80, le Saint-Jacques a recommencé à être parcouru avec des chiffres qui sont en croissance totale. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à 300 000 pèlerins par an, hors période de crise sanitaire, bien entendu. Et alors, la question, c'est quel chemin prendre? Et il y a des chemins qui sont plus fréquentés que d'autres. Il y a des chemins qui ont certaines spécificités. Et c'est de ça dont on va parler calmement aujourd'hui dans la suite de cette vidéo. Alors tout d'abord, où trouver son chemin? Moi j'ai fait mon premier Saint-Jacques de Compostelle en 2017. En 2017, j'ai marché sur 3 chemins du chemin de Saint-Jacques et
je sais que j'y retournerai un jour, c'est une évidence, comme pour beaucoup de ceux qui l'ont déjà fait, au moins une fois. Et alors, je me suis renseigné au début quand j'ai préparé mon Saint-Jacques, d'abord la phase de préparation. Au début, on y pense. Tiens, un jour, j'irai faire mon Saint-Jacques. Puis après, on commence à en parler à ses proches. Tu verras, un jour, j'irai faire mon Saint-Jacques. Et puis un jour, on prend un papier, un stylo, on se dit, voilà, il me faudrait tel matériel, combien de temps, comment je m'organise, combien ça va me coûter. Et puis, on commence à chercher les itinéraires. Alors moi, je suis arrivé directement sur Internet et je vais vous parler de deux sites qui sont vraiment super pour trouver vos itinéraires, pour trouver leurs avantages, leurs inconvénients, pour voir exactement par où ils passent, mais également tous les hébergements qu'il y a dessus. Le premier, c'est l'excellent site de l'ACIR. l'ACIR, A-C-I-R, c'est à mon sens le site de référence francophone qui recoupe toutes les infos sur les différents chemins, leurs hébergements, etc. Je mettrai le lien en description de cette publication, si les réseaux sociaux sur lesquels vous voyez ça en fait me le permet, et vous trouverez à l'intérieur tous les hébergements partenaires référencés, c'est-à-dire des milliers d'hébergements le long des chemins, tant du côté français que du côté espagnol. Ça, c'est le premier site, la CIA. Il y en a un deuxième que j'adore, qui n'est pas forcément lié à l'esprit du Saint-Jacques de Compostelle, en premier lieu, mais qui en fait, il est mis à l'honneur, c'est une évidence, c'est Hiking Way Market Trail. J'ai déjà parlé de ce site sur cette chaîne ou sur ce réseau social. Et ça, c'est un site extraordinaire. Depuis que j'ai commencé la randonnée au long cours, l'itinérance au long cours, je trouve ce site extraordinaire. Pareil, je mettrai le lien, si je peux. On voit le monde, particulièrement l'Europe, particulièrement l'Allemagne et la Hollande. Je pense que c'est un site qui vient de ces endroits-là. Les Hollandais et les Allemands étant les plus grands randonneurs d'Europe, eh bien, on voit une carte sous l'angle du randonneur et on voit ces centaines de milliers de kilomètres de chemins balisés qui ont été référencés. Alors je trouve ça inspirant dans un premier temps, parce qu'on se dit, voilà, moi je fais une randonnée, qu'est-ce que je fais ? Ah bah je fais un Saint-Jacques, ou je fais un GR10 pour traverser les Pyrénées, ou je fais un GR20 pour traverser la Corse. En réalité, le monde est absolument maillé d'une énorme toile d'araignée de chemins balisés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand en 2017 j'ai préparé mon Saint-Jacques, un jacquaire, Roland, m'a dit, tu sais, en fait le Saint-Jacques de Compostelle, c'est le plus grand réseau de chemins de randonnée et le plus vieux réseau de chemins de grande randonnée du monde. Parce qu'il y a déjà 1000 ans, il y avait des petites traces au bord des chemins pour que les gens puissent aller à Santiago sans galérer avec une carte, etc. J'ai trouvé ça assez joliment dit. Et quand on va sur Hiking Way Market Trail, là c'est waouh, c'est extraordinaire. Quand j'ai commencé mes grandes randonnées, quand j'ai traversé l'Europe en 2017, 2018, 2019, j'ai pas pris une carte de circulation routière, j'ai pris Hiking Way Market Trail et je me suis dit ok, je pars de Gibraltar, je vais à Cap-Nord, par où je peux passer. Quand je suis allé à Saint-Jacques, je me suis dit bon, habituellement les gens passent par là, j'ai été prendre des échos à gauche, à droite, et j'ai regardé ce site et je me suis dit waouh, voilà toutes les possibilités qui s'offrent à moi, c'est absolument extraordinaire. D'ailleurs, dans la phase de préparation, j'ai beaucoup parlé de mon projet de Saint-Jacques autour de moi, donc tous les gens qui l'avaient fait m'en ont parlé et ont été très heureux de partager avec eux leurs ressentis, leur expérience, leurs impressions sur le chemin de Saint-Jacques. Et moi j'hésitais à l'époque sur le chemin prendre, la grande question. Et il y a des gens qui m'ont dit le meilleur c'est celui-ci, c'est la voie du Puy-en-Velay, c'est la voie de Vézelay, c'est le Frances parce que patati patata avec un ramassis d'excellentes raisons derrière. Bon, très bien, sauf qu'à chaque fois que je croisais un pèlerin, on va dire convaincu lui-même de ce qu'il était en train de me dire sur un seul chemin, ben, j'avais une version différente. J'en ai rencontré qui m'ont dit écoute, moi j'ai fait 7 voies différentes, les 7 faut les faire. Ah, les 7 faut les faire. J'étais pas beaucoup plus avancé, donc que faire ? Je pense que le chemin, c'est un cheminement personnel qui vient du cœur, ou du moins une réponse à un appel qui vient d'ailleurs, auquel on répond. Et à mon sens, il n'y a pas de meilleur chemin du monde extraordinaire. C'est pour ça que je fais une publication aujourd'hui pour dire prenez celui qui vous appelle. Et
Et ce sera déjà la meilleure des choses. Je reviens aussi sur quelque chose, l'esprit du pèlerinage. J'ai eu beaucoup d'échos sur les dernières publications que j'ai mises sur les réseaux sociaux à ce sujet. À mon sens, hein, l'esprit du pèlerinage, et moi en tout cas mon petit fantasme de pèlerin et de randonneur, c'était de partir de chez moi. Au Moyen-Âge, les gens, ils prenaient pas un site internet pour voir alors est-ce que je prends la voie Touronensis ou la voie Tolosana et est-ce que je pars d'ici, est-ce que je prends le train pour aller ici ou là. Non. À l'époque, le Saint-Jacques-de-Compostelle, ça se faisait en une seule traite. Je vous invite à prendre le temps. Je vous invite vraiment à prendre le temps de votre vivant de le faire. Comment concilier une vie professionnelle, familiale, des engagements avec ça, c'est votre question, c'est vous qui trouverez la réponse ou pas. À défaut, vous ferez votre Saint-Jacques quand vous serez en retraite. Je vous invite à prendre le temps de votre vivant à le faire. Et je voulais dire quelque chose, et l'inspiration est partie. Je ne sais plus ce que c'était. Ah oui. Et aujourd'hui, on a ce problème de riche, de se dire je vais regarder un site internet avec des milliers d'itinéraires et j'hésite et est-ce que je vais prendre le train, le bus ou l'avion pour aller à tel endroit pour pouvoir faire telle section, etc. À l'époque, on partait de chez soi. Donc, les gens qui habitaient à Paris, eh ben, ils prenaient la voie qui passait par Paris. Les gens qui habitaient en Bourgogne, ils prenaient la voie de Vézelay. Les gens qui habitaient en Auvergne, ils prenaient la voie du Puy. Les gens qui habitaient dans le sud, ils prenaient la voie d'Arles. Ils partaient devant leur porte. Et de votre porte au Saint-Jacques-de-Compostelle, le plus proche de chez vous, il y a forcément des chemins qu'on peut faire à pied, voire des chemins balisés. C'est ce que vous trouverez notamment sur Hiking Way Market Trail. Et une fois qu'on est dans le canal, on prend le courant et on se laisse porter par le chemin, par l'expérience du chemin, et on arrive quelques semaines, quelques mois plus tard, au rythme de votre corps, de votre marche, à destination. Alors, je vais parler un tout petit peu en détail, faire une liste en quelque sorte des différentes voies qui s'offrent à vous, et entre guillemets leurs avantages et inconvénients. Alors en France, les 4 grands départs, ce sont les 4 dont je viens de parler. On parle beaucoup de ces 4 et on les appelle les 4 sentiers historiques, parce qu'on en a une trace écrite qui parle de tous les 4, c'est le Codex Calextinus. Codex Calextinus, en gros, le topo-guide du pèlerin du Moyen-Âge. Voilà. Bon, il parle de ces 4 grandes voies. Celle la plus réputée, qu'on appelle le départ historique du Puy, bon, c'est une question de point de vue, c'est celle du Puy-en-Velay à la voie Podiensis. Alors que ce soit de la voie historique ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très belle voie. Je l'ai faite moi-même. Le site du Puy-en-Velay est magnifique. On arrive dans une cité médiévale, où il y a une excellente foire médiévale d'ailleurs, tous les ans. Tout est bâti en pierre, on a cette cathédrale, on a cette chapelle bâtie au sommet d'une langue de lave, d'un ancien volcan éteint. Alors c'est extraordinaire, c'est beau. Partir de là, effectivement, c'est très joli. Et on va traverser la France à travers des beaux paysages, notamment le sud du Massif central, qui est superbe. Une deuxième voie, c'est la voie de Vézelay. J'ai une petite affection émotionnelle, on va dire, liée à cela. J'ai habité à quelques kilomètres de Vézelay et de sa basilique. C'est magnifique. C'est une voie qui vous fera passer également par des beaux endroits. Et bon, en ce qui me concerne, qui me tient à cœur, c'est pour ça que je suis aussi passé par Vézelay quand je suis parti faire mon Saint-Jacques. La voie Tours, la voie Touronensis, bon, et celle qui fait Bruxelles, Paris, Tours, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jacques. Hein, bon, tout ça, ça fait près de 2000 bornes, mais en gros, c'est l'itinéraire qui est très bien également, et que j'ai pratiqué un petit peu entre Bruxelles et Paris d'ailleurs. C'était sympa. Et la 4e grande voie historique, la voie d'Arles, la voie Tolosana, voilà, qui part du sud de la France, d'Arles, pour aller dans les Pyrénées, et pour aller en Espagne. Et justement, entre la France et l'Espagne, il suffit de regarder une carte pour voir qu'il y a un obstacle, une épreuve qui vous attend, chers amis pèlerins, c'est les Pyrénées. Alors il faut les franchir quelque part, et pour franchir un obstacle, pour franchir un mur, il faut passer par une porte. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Les 3 premières voies historiques que je viens de mentionner passent par Saint-Jean-Pied-de-Port, et la 4e, la voie d'Arles, passe par Son-Port, et se rejoignent un petit peu plus tard côté espagnol. Donc quel que soit le port par lequel vous passez, ça va être la porte qui va vous permettre de traverser les Pyrénées pour vous rendre en Espagne. Et une fois en Espagne, on va à nouveau avoir cet embarras du choix sur les chemins. Quand on vient de France, on a moins l'embarras du choix des autres,
Il y a un itinéraire logique, entre guillemets, avec quand même une grosse alternative qui s'offre à nous. Sur les 300 000 pèlerins qui viennent du monde entier, qui tous les ans viennent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, 60%, près des 2/3, près de 200 000 passent par le Camino Frances. Alors le Camino Frances, c'est le chemin des Français, ou plutôt le chemin des Francs à l'époque, parce que lors de la Reconquista, la majorité des pèlerins qui allaient en Espagne, c'était des Francs. En gros des Français, des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, etc. Alors, on parle surtout de lui, on l'appelle le chemin historique par excellence. C'est très bien de l'appeler comme ça. C'est une question de point de vue à mon sens. Et on va dire que c'est la voie traditionnelle, la voie de la simplicité. Il est très bien ce chemin, il vous fait longer par le sud la cordillère cantabrique. Et pour arriver en Galicie, au fameux, on arrive tous au même endroit, c'est ça qui est beau. Quel que soit le chemin que vous allez prendre, que je suis en train de vous parler aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'on arrive forcément au même endroit. Et il a beaucoup de qualités, ce chemin, il passe par des lieux extraordinaires, vraiment extraordinaires. Il a également un petit défaut. Si les 2/3 des pèlerins passent par lui, c'est qu'il est très fréquenté. Certains diront qu'il est surfréquenté. Parfois, notamment dans les 100, 200 derniers kilomètres, on a un peu l'impression d'être sur une autoroute. Effectivement, il y a des pèlerins partout. Vous voyez toujours des pèlerins devant vous, il y a toujours derrière vous. Alors pour ceux qui apprécieraient une expérience au calme, un peu d'intériorité, un peu plus de nature, il y a d'autres alternatives que le Camino Frances. Et je pense notamment au Camino del Norte. Au lieu de passer par le sud de la cordillère cantabrique pour rejoindre Santiago, il passe par le nord. C'est-à-dire que on ne va pas traverser les Pyrénées pour partir vers le sud, mais on va partir vers l'ouest, aller au Pays Basque et longer la côte entre l'océan Atlantique et la cordillère cantabrique, c'est-à-dire qu'on sera entre une chaîne de montagnes et l'océan, entre mer et montagne sur 900 km à cheminer vers Santiago. Ce chemin est plus calme, est moins fréquenté, mais il y a suffisamment d'hébergements. Je sais que c'est une appréhension régulière pour beaucoup d'entre vous. Les 10 dernières années, vu que le Camino Frances est sursollicité, ces 10 dernières années, c'est 1. Le Camino del Norte et 2. Le Camino Português qui parle de Porto ou de Lisbonne même, qui ont eu le plus d'accroissement de fréquentation. Et le Camino del Norte, il est parallèle au Camino Frances. Donc pour un pèlerin français, suisse, belge, italien ou espagnol bien entendu, c'est une alternative intéressante. Moins de fréquentation, plus de calme, plus de nature. On est au beau milieu de la création, entre mer et montagne, et c'est vraiment, vraiment superbe. Alors, il est un tout petit peu plus, on va dire, corsé que l'autre. Je sais que c'est une appréhension également. Oh, mais j'ai pas fini la première appréhension. Les deux choses que vous me répondez beaucoup, que beaucoup de pèlerins me disent, oui, mais. Le Camino del Norte, c'est bien, oui, mais il n'y a pas assez d'hébergement. Faux. C'était vrai il y a peut-être encore 10 ou 15 ans. Vu que le Camino del Norte est de plus en plus fréquenté, il y a des hébergements partout du long du Norte, des albergues partout, où vous aurez le prix de pèlerin à 6-8 € la nuitée en dortoir collectif, je ne m'en souviens plus trop. Eh bien, oui, il est bien pourvu en infrastructure avec des ravitaillements partout. Si vous ne me croyez pas sur parole, c'est très bien. Allez sur le site de la CIR, dont on a parlé juste avant, et vous allez voir la liste des hébergements. Vous allez voir, il est absolument complet. Parfait. Une autre alternative à la fin du Camino del Norte, c'est le Camino Primitivo, qui coupe dans la montagne avant de rejoindre la Galicie. Alors celui-là, il est un petit peu plus corsé encore, et significativement moins pourvu en infrastructure, en hébergement, etc. Mais je reviens sur la deuxième appréhension que beaucoup d'entre nous avons sur le Camino del Norte, c'est oui, mais il est plus dur que le Camino Frances. Regardons les chiffres. Sur 900 bornes de chemin, le Camino Frances, c'est 7500 mètres de dénivelé positif. C'est quand ça monte et ça descend, ça. Le Camino del Norte, c'est 12 000. Donc 12 000 mètres de D+, sur 900 km, c'est pas grand-chose. C'est un petit peu plus que le Camino Frances. Oui, c'est sûr. En revanche, 12 000 mètres de D+, c'est ce qu'on se mange quand on fait une traversée de la Corse, un GR20. C'est ce qu'on se mange quand on fait un tour du Mont Blanc, par exemple. Et ces GR sont des petits sentiers
de 170 ou 180 km. Donc tout le dénivelé des 900 bornes du Saint-Jacques, c'est ce qu'on se mange en 7 jours quand on fait un GR20. C'est pas énorme. Et c'est à la portée de beaucoup d'entre vous. Si vous ne le sentez pas, n'y partez pas dessus, ou alors préparez-vous. Une bonne préparation physique, ça change tout. Une bonne préparation physique, c'est la solution pour diminuer les risques de blessures, être capable de faire des sentiers comme le Camino del Norte, et s'assurer de pouvoir prendre son pied au maximum. Parce que quand au bout de chaque montée, on est essoufflé, le palpitant à fond, c'est pas très rigolo. On profite pas de ça. Quand on arrive frais et dispo, on continue à jouir de la nature en permanence. Donc, si vous ne vous sentez pas prêt physiquement, faites de la préparation physique. Il existe des programmes de préparation physique spécialement adaptés à la randonnée. J'en ai conçu un moi-même, vous aurez plus d'infos dans un lien en dessous si je peux le mettre. Et ça permet de partir plus sereinement. En gros, 3 mois d'entraînement avant de partir, ça vous entraîne à 80% de votre maximum. C'est largement suffisant. Il n'y a pas de mystère, hein. La préparation physique, c'est partir marcher avec un sac, en mangeant du dénivelé. En plus de cela, on fait du renforcement musculaire, parce que la marche au long cours, ça va fatiguer jour après jour, nuit après nuit, le corps se fatigue, ne se régénère pas assez, et donc il faut que les muscles tiennent pour ne pas se blesser les chevilles, les genoux, le dos, les cervicales, les hanches, etc. Donc on vise les groupes musculaires intéressants pour le pèlerin, et on les travaille, etc., etc. J'en parle pas plus. Alors, on a parlé des 4 grands chemins côté français, des 2-3 grands chemins du côté espagnol, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Pour avoir de l'inspiration, regardez Hiking Way Market Trail par exemple, mais il y a aussi tous les chemins secondaires, toutes les variantes de GR. Par exemple en France, les voies qui passent par le centre de la France, il y a une petite variante pour passer par un site qui est Rocamadour. Waouh, Rocamadour, dans la vallée de l'Alzou, c'est absolument magnifique. Ça valait bien une variante sur un GR, même si c'est pas exactement peut-être le sentier historique entre guillemets. Il y a également d'autres itinéraires, le chemin breton par exemple. Vous voyez comment ils font les Bretons? Les Bretons, ils ont leur chemin qui longe l'Atlantique. Il y a des chemins qui partent de partout. Je vous laisse le soin de découvrir et surtout de découvrir ceux qui vous intéresseraient près de chez vous. On parle de France, on parle d'Espagne, mais le reste du monde, ça existe aussi. Alors, pour les francophones, c'est un peu moins intéressant, mais pour les Européens, ça l'est. Il y a des départs de Saint-Jacques de partout. Saint-Jacques, aujourd'hui, c'est une tradition chrétienne, catholique, pour être précis. Donc partout où il y a des catholiques en Europe, il y a des chemins de Saint-Jacques. Vous trouverez la Via Polacca, qui part de Pologne, ça fait une certaine trotte. Vous trouvez la Via Latvia, qui parle du pays balte. Quand j'ai traversé l'Europe, j'ai parfois emprunté des Saint-Jacques, j'ai emprunté la Route den Norske Danske, excusez-moi la prononciation danoise que je ne maîtrise pas parfaitement, mais le chemin de Saint-Jacques qui traverse le Danemark. En Suède, à Göteborg, j'étais sur un chemin de Saint-Jacques. Partout il y a des catholiques, partout il y a des chemins qui ont été tracés pour rejoindre Saint-Jacques. Ça peut être une occasion de partir de plus loin ou de là où vous êtes si vous vivez ailleurs. Hein? Alors, je vous parle un petit peu de cette liste non exhaustive aujourd'hui. J'ai déjà raconté brièvement mon, entre guillemets, Saint-Jacques de Compostelle. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo où je précise par quel chemin je suis passé, dans quelle optique j'ai fait cette démarche, est-ce qu'elle m'a apporté physiquement, ça change la vie, émotionnellement, voire spirituellement. Je mettrai le lien un petit peu en dessous, ou là, je ne sais plus trop comment ça se passe. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de ça, deux dernières choses. Pour ceux qui se préparent à faire leur Saint-Jacques, je vous ai préparé la liste de matériel que j'ai moi-même utilisé. Ce qui est juste dans mon sac derrière, d'ailleurs il n'y a pas de secret. Vous pourrez la télécharger gratuitement en cliquant juste en dessous. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, j'ai conçu un programme vidéo où on passe 4 heures ensemble pour bien préparer son Saint-Jacques de Compostelle de A à Z. On va dans le détail le matériel à prendre, justement cette préparation physique dont on parlait également, et puis les différents itinéraires, les astuces à avoir sur le chemin, organiser le Saint-Jacques, etc., etc. Pour finir, pour bien finir cette vidéo, je rebondis sur quelque chose que m'a dit un membre d'un groupe Facebook lorsque j'ai posté une publication il n'y a pas longtemps. La publication c'était alors Camino Frances
ou Camino del Norte. Et ce monsieur me disait, sur ce groupe Facebook, ce qui est important, c'est le vrai chemin de Saint-Jacques, donc c'est le Camino Frances, le même chemin qu'ont pris mes ancêtres. Alors, il est très convaincu de ce qu'il dit, c'est très bien pour lui, le Camino Frances, historiquement, c'est le chemin historique des ancêtres, effectivement. En me renseignant un petit peu, en creusant, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Nous, on dit que ça fait 1000 ans qu'on prend le chemin de Saint-Jacques. Mais ça se trouve, il est plus ancien. Ça se trouve, les gens qui habitaient là avant que les catholiques, avant que l'Europe devienne catholique ou chrétienne, il y avait déjà des gens qui marchaient vers cet endroit. Et par exemple, sur le sentier de Janus, qui a été mis en place en moins 30 avant Jésus-Christ par l'empereur Auguste, Aristote, en moins 300, moins 400, il parle déjà de la voie héracléenne. Tous les chemins de Saint-Jacques sont constellés de castros, donc les Celtes, ils sont arrivés là en moins 800 avant Jésus-Christ. Et il y en a même qui disent que le pèlerinage daterait du temps des dolmens, des pierres levées, de la civilisation mégalithique. Effectivement, quand on arrive à Santiago, en Galicie, ça a été une surprise pour moi. Je suis arrivé, il y avait des gens qui jouaient de la cornemuse en kilt. J'ai dit, ah génial, vous êtes écossais? Ils m'ont dit, non, la Galicie, c'est une des nations celtiques au même titre que l'Écosse, que la Bretagne, que l'Irlande, etc. S'il y a un pèlerinage qui existait à cette époque, ça veut dire que ça fait 6000 ans que des hommes et des femmes marchent tous ensemble vers sur ce magnifique chemin qu'on appelle aujourd'hui le chemin de Compostelle. Je vous laisse y méditer et si ça continue à me travailler, je pense que j'en ferai une publication. Donc abonnez-vous pour être au courant dans ces prochains temps. A très bientôt, Ultreya.